Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un projet, donc Hémisphère, voilà. Donc c'est une design school, ce n'est pas une école de design, c'est une design school, une plateforme de design thinking qui a été créée il y a un an et demi, et on a mis à peu près 3-4 ans pour la monter. Donc c'est une plateforme au service de l'université, elle travaille dans l'université, elle travaille aussi à l'extérieur, et elle participe à la création d'un véritable écosystème innovant, je dirais qui déborde d'ailleurs des murs d'université. Elle s'appelle Hémisphère parce que, vous allez le voir, on utilise des étapes. Il y a plusieurs étapes dans le design thinking, mais nous on a choisi la méthode en 4 I. Toutes les méthodes d'inspiration, exploration. Là, sur cette partie, nous, ce qu'on privilégie, ce sont les voyages apprenants, mais qui provoquent la sérendipité. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé pour travailler avec nous, eh bien, on va vous immerger dans des mondes qui n'ont rien à voir avec le vôtre. Voilà, on fait du benchmarking dans des mondes incroyables. On marche sur la Lune, sur Mars. Si on travaille avec une entreprise qui fait du textile, eh bien on ira travailler, je ne sais pas moi, dans un musée d'art moderne, dans une fonderie. Si on travaille avec des banques, on peut se retrouver très bien dans une association de lutte contre la pauvreté, par exemple, qui peut les intéresser, ou même dans un centre carcéral, une prison de haute sécurité. Mais ça peut avoir un nom. La deuxième partie, c'est la créativité. Donc on a un lieu d'inspiration, la créativité, l'idéation. Nous, on a choisi en priorité le co-design et les méthodes d'intelligence co-élaborative. On fait la différence entre l'intelligence collective et l'intelligence co-élaborative. Donc on pratique le co-design. Alors voilà, on s'inspire, on a des idées, mais il ne se passe rien. Parce que quand vous créez une idée, souvent on vous dit yes, but, c'est bien, mais il n'y a rien. Donc comment on transforme l'idée en innovation? Pour nous, l'innovation, le 4e I, c'est quand l'idée rencontre la main de l'utilisateur. Et donc pour passer de l'idée à l'utilisateur, et l'utilisateur d'ailleurs il est impliqué dès le départ, et bien on fait de l'expérimentation. C'est un peu comme l'innovation n'est pas un but, mais on essaye d'innover pour qu'il y ait une véritable valeur, un usage. D'ailleurs l'usage qu'on obtient n'est pas toujours celui qui est attendu, mais il n'y a pas d'innovation sans usage. Les usagers sont impliqués, qu'ils soient étudiants, professeurs, entreprises et autres. Voilà. C'est un petit peu comme aussi la 5e discipline de Peter Senge, c'est-à-dire l'innovation, c'est à la fois vers quoi on veut aller, mais c'est aussi la pensée de départ. C'est vraiment la pensée systémique. Et ça, c'est vraiment important. Donc pourquoi Hémisphère? Tout simplement parce qu'on a une activité mondiale. On fait des ateliers en Asie, en Amérique du Sud, on fait des ateliers en Australie, dans tous les pays du monde. On est international, hémisphère nord, hémisphère sud. On utilise l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche parce que tous nos ateliers de co-design alternent la divergence et la convergence. C'est pas toujours évident d'utiliser l'un des deux hémisphères quand on est dans un monde universitaire, mais on arrive à le faire avec de la méthode et des méthodologies. Donc on a des boîtes à outils, je dirais presque à l'infini. On a aussi les 4 I, donc là je viens de vous le montrer. Et puis enfin le FAIRE, F-A-I-R-E. On n'est pas du tout branché sur le design thinking pour être une sorte de think tank. On est plutôt dans le design doing. Ce qui nous intéresse, c'est l'action, la réalisation. Et donc voilà, donc cette design school, elle existe depuis 1 an et demi. On est une vingtaine de personnes. Il y a plusieurs types de design school dans l'université, même si elles ne s'appellent pas comme ça. Donc on a à peu près différents types de projets. Il y a à peu près une vingtaine de personnes dans les écoles d'ingénieurs, au niveau de l'hôpital. On a des ateliers d'humanicité, des living labs. On a des méthodes aussi de fab lab. Tandis que la design school, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle va créer un mouvement, une sorte de moteur qui va aider l'université à devenir un véritable écosystème innovant. Donc on a 4 grands types d'activités que je détaille vraiment très rapidement. L'entrepreneuriat, on est un incubateur, accélérateur, challenger, on aide des jeunes à créer des entreprises. Donc dans des accompagnements normaux, là aussi on fait ça depuis 10 ans, mais c'est toujours études de marché, business model. Là on est vraiment passé à d'autres vitesses, c'est-à-dire qu'on challenge les projets, on provoque des rencontres improbables, on travaille vraiment avec des méthodologies de créativité très très innovantes. L'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, on essaye de favoriser la transformation dans les entreprises. L'intrapreneur, c'est celui qui crée son propre projet dans l'entreprise. Donc là, on travaille énormément avec les entreprises. Et puis, vous voyez, l'intrapreneuriat, c'est aussi la liberté de faire dans son travail des choses qui nous plaisent. Donc ce qui est important, ça permet de lutter contre le présentéisme, ça permet de permettre à n'importe quel collaborateur de créer ses propres projets. De l'intrapreneuriat d'entreprise, mais aussi de l'intrapreneuriat de faculté ou d'école. Donc comment un enseignant, chercheur peut devenir intrapreneur des formations dans lesquelles il s'implique.
On a une très forte activité en innovation pédagogique. Alors ça, vous pourriez dire, bah, c'est normal, ils sont dans une faculté, université. Mais nous, l'innovation pédagogique, on ne la limite pas au monde de l'éducation. On parle de la pédagogie comme l'esclave dans l'Antiquité qui marchait à côté de l'enfant. C'est vrai qu'il conduisait l'enfant à l'école, mais le pédagogue n'a rien à voir avec l'école. En fait, c'est parce qu'il conduisait l'enfant à l'école. La pédagogie, c'est marcher à côté, accompagner. Donc on a des méthodologies pour accompagner les transmissions de connaissances, les productions, les apprentissages. Et plus de la moitié des gens avec qui on travaille n'ont rien à voir avec l'éducation. L'innovation pédagogique intéresse les entreprises, petites, moyennes, grandes, dans les façons de travailler ensemble. On fait des classes inversées, renversées, Serious Game, Map Mapping, Wikiradio, Web TV, etc. Et les changements de posture que l'on pratique intéressent les DRH, les managers, les responsables de business, parce qu'ils se disent, si les enseignants sont capables de travailler comme ça avec leurs étudiants, nous, dans l'entreprise, on pourrait travailler aussi comme ça, différemment, avec nos collaborateurs. Et puis cette partie-là, vous la connaissez bien par les activités de Michel, entre autres, la prospective internationale. On va prospecter dans le monde entier pour voir quels sont ces écosystèmes d'innovation. Est-ce qu'on peut s'en inspirer? Que peuvent-ils nous apporter? Voilà. Ce qui marche chez Hémisphère, et ça c'est l'animation de la communauté. Alors Hémisphère est peut-être un écosystème, on va le savoir, mais en tout cas, Hémisphère participe à la création d'un écosystème universitaire. Et pour cela, il y a des méthodes d'animation. Donc on a des formats très variés, puisque tous nos partenaires, tous nos acteurs ont tous de profils extrêmement variés. On ne peut pas leur proposer qu'un seul type de réunion. Donc nous avons des cubes, des cercles, des carrés, des hack and go. Nous faisons un peu de la quadrature du cercle. Chacun de ces formats est très différent. Dans l'un des formats, nous accompagnons des créateurs, donc nous sommes un propulseur de talents, c'est-à-dire que nous accompagnons aujourd'hui une vingtaine de jeunes créateurs d'entreprises, donc des startups de manière très générale. Donc là, c'est de l'accompagnement assez classique. Nous avons des façons de mélanger ces créateurs d'entreprises avec les enseignants. Donc par exemple, si je prends un cercle d'hémisphère, c'est un format très particulier, ça dure 2 heures. On commence toujours en retard, c'est obligatoire, 15 minutes. On finit toujours en avance, c'est obligatoire, 15 minutes. Pendant l'heure et demie du milieu, il peut se passer tout et n'importe quoi, sauf certains moments qui sont programmés. On a inventé un système qui permet d'entrer, sortir, de prendre la parole, et qui fonctionne super bien. Ça, c'est un cercle, ça c'était celui d'hier d'ailleurs, on y parle un peu de méthodologie, et dans ces cercles, 30%, 35% des participants, on va dire un tiers en général, n'ont rien à voir avec le monde de l'éducation. Donc si un cercle est focalisé sur des méthodes de coaching, des méthodes de pédagogie, eh bien la variété, la multiplicité des acteurs font qu'on en apprend autant dans la réunion par les participants que par ceux qui animent le cercle. Nous avons aussi des cubes qui ressemblent à des cercles, mais qui ont pris comme axe le jeu. Donc nous travaillons sur le serious game, serious gaming, les escape games, escape room. C'est-à-dire que nous travaillons sur la ludification des pratiques. Et ça c'est intéressant parce qu'une entreprise au départ, un CODIR, un COMEX, n'a pas forcément envie de mettre de la ludification dans sa réunion, alors qu'on peut très bien le faire. On peut gamifier certaines parties, et donc on a des inspirations. Donc cubes, cercles, pratiques. Vous voyez un peu une différence, nos ateliers pédagogiques sont devenus des hack and go, c'est pas juste le passage à l'anglais qui était intéressant, c'est qu'avant, on réunissait des profs et on leur disait vous pouvez enseigner différemment. Mais ils venaient chercher des outils, des méthodologies. Après, ils les appliquaient ou pas. Aujourd'hui, on immerge les gens dans des mondes qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que, je vais prendre une petite illustration, plutôt que de réunir des profs de maths pour leur donner envie d'enseigner les mathématiques différemment, alors ils vont chercher peut-être des outils, des plateformes, je ne sais quoi. Là, on va immerger ces personnes dans un monde qui n'a rien à voir avec leur métier. Par exemple, le monde des aveugles. Et pendant 3 heures complètes, ces profs de maths, avec d'autres enseignants, étudiants, administratifs, techniciens, et des chefs d'entreprise, des managers, des jardiniers, des femmes de ménage, n'importe quel type de profil, eh bien, vont être immergés pendant 3 heures et on va leur enlever la vue. Ils seront aveugles, ils vont apprendre à manger, discuter, prendre le bus, le métro, ils vont apprendre à dialoguer ensemble, à faire du braille. Et quand ensuite on va les sortir, ils vont débriefer sur ce qu'ils ont vécu, tout le monde sera aveugle, les animateurs sont de vrais aveugles, et là on dit aux profs de maths en les mettant en groupe, et si on vous rendait aveugle, c'est quoi être aveugle quand tu es prof de maths? C'est que tu n'as plus le droit d'utiliser les chiffres. Si tu es prof de français, tu n'utilises plus les lettres. Et là, on va leur forcer à créer des méthodes originales de pédagogie sans les chiffres, sans les lettres. Ils sont hyper créatifs.
Ensuite, on leur ramène les chiffres, on leur ramène les lettres et les outils, et ça donne des expérimentations qu'on peut faire en classe qui vont beaucoup plus loin que si on était juste out of the box, but close to the box. C'est-à-dire que les gens aiment bien la divergence, mais ils font juste un peu de purge d'idées sur des post-it, mais ils ne poussent pas très loin. On a aussi, donc chez Hémisphère, un rôle important d'aider les facultés, les écoles à créer des nouvelles formations. Là, je vais juste vous dire ce que c'est que cette école, qui est née cette année. Donc Hémisphère est un moteur. C'est une école qui n'existe pas en France. Même des milliardaires n'ont pas eu l'idée de la créer. Cette école, elle est incroyable. C'est une école en 3 ans. Ça va vous faire envie. Une école en 3 ans. Pour y rentrer dans cette école, il faut une licence. La licence, on se moque de savoir quel type de licence. Maths, physique, chimie, biologie, physiologie, théologie, lettres, sciences humaines, n'importe quel type de licence. Et dans cette école, quand vous rentrez en 3 ans, vous allez avoir une vision à 360 degrés. C'est-à-dire que pendant ces 3 ans d'école, le master, qui normalement est le but, devient une option. Le master est une option, et les options sont le tronc commun. Tout est inversé. Donc on fait son master disciplinaire, mais surtout ce qu'on va faire pendant les 2 ans équivalents de cette école répartie, puisque vous avez 30%, 30% et 100%, on va travailler sur les méthodes de coworking, design thinking, pensée systémique. Et donc on va former dans cette école des futurs très jeunes managers de l'innovation qui vont permettre de mettre le BINS dans les entreprises. Donc nous allons créer des sortes de footers de BINS dans les entreprises qui auront des profils très particuliers, parce qu'en général, ces types de profils, ce sont souvent des seniors. Donc voilà cette école 360 qui aujourd'hui a une dizaine d'étudiants et qui sont les étudiants qui construisent l'école en même temps. Le programme est co-construit avec les élèves. Voilà, donc Hémisphère propose aussi un peu comme ici le groupe qui est en train de se créer, Saint-Aurora. Vous voyez, on a des écoles de management de la créativité. On réunit des entreprises, on réunit des chercheurs, on réunit des universitaires depuis 4 ans maintenant, sous l'influence de Patrick Courandé, HEC Montréal, donc on a évoqué juste avant. Donc là, on travaille dans un hub de créativité mondial. Parce que tout ce que je raconte là, c'est très bien, mais ça n'est pas durable. Ça n'est durable que si vous êtes connecté dans un hub de créativité internationale. Parce que le jour où vous perdez les leaders, les actifs de votre écosystème ou de votre entité, eh bien, ils partent avec leur dynamisme. Et donc, il faut créer ça, créer ces liens, c'est inspirant. Donc, Mosaïque Montréal est un hub de créativité vraiment fantastique. Et puis, nous avons des formations pour adultes, on va dire manager de l'innovation, mais l'équivalent 360, mais pour des cadres en activité. Il y a une partie recherche, là aussi j'ai très peu de temps pour le dire, mais c'est super important. Il faut aussi avoir un regard critique sur ce qu'on fait. Les 3-4 premières années, on n'avait pas ce regard critique. On a commencé à l'avoir que depuis 2 ans, 2 ans et demi, avec des doctorants. On travaille surtout pour le Conseil régional des Hauts-de-France, qui s'intéresse aux écosystèmes d'innovation, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Pas tellement de savoir qui sont les acteurs, entreprises, PMI, PME, universités, clusters, pôles de compétitivité, ça on connaît, les interactions c'est intéressant, mais est-ce que ces acteurs utilisent les tiers-lieux? Est-ce qu'ils utilisent des méthodes innovantes? Est-ce qu'ils s'inspirent de ces nouvelles façons de travailler? Est-ce que par exemple des tiers-lieux peuvent aider des entreprises à mieux travailler avec des laboratoires et de la recherche académique pour faire de l'innovation plus percutante? Est-ce qu'une entreprise peut imaginer de créer en son sein son propre tiers-lieu et cette nouvelle façon de travailler en interne? On retrouve l'entrepreneuriat, intrapreneuriat. Donc voilà la partie recherche d'Hémisphère. Donc nous avons une très grande présence sur les réseaux. Le numéro 1 d'entre eux, c'est LinkedIn. Mais après, vous pouvez travailler aussi avec... On est sur Facebook, Twitter et autres. On a à peu près 10 000 personnes qui nous suivent quand même régulièrement et qui ne sont pas des followers anonymes, qui sont vraiment des gens avec qui on a des contacts. Donc voilà les types d'entreprises avec lesquelles on a déjà au moins fait 1 ou 2 prestations. Ce sont des entreprises qui nous sollicitent pour des problèmes quels qu'ils soient, innovation service, innovation management, innovation et autres. C'est pas tellement la prestation entreprise qui est intéressante, c'est que ces entreprises, elles participent gratuitement à tous nos ateliers pédagogiques. Donc, prester avec une entreprise, pour l'université, on n'a pas attendu Hémisphère. Par contre, prester avec des entreprises et inviter gratuitement ces entreprises dans nos activités, les 3/4 de nos activités sont gratuites. Donc on a un modèle économique favorable qui font que entre les 2/3 et les 3/4 de nos activités sont gratuites et notre chiffre d'affaires il n'est pas sur le budget global de la Design School. En tout cas notre chiffre d'affaires extérieur. Et donc ces entreprises-là, elles travaillent avec nous sur des sujets, on leur montre des ateliers créatifs, ateliers d'idéation, prototypage. C'est pas nous qui faisons l'innovation chez elles ont déjà du mal à le faire par elles-mêmes. Mais on fait du partage d'expérience. Et on ne fait
aucun appel sortant. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises, elles avaient l'habitude de contacter l'université, mais par des voies classiques. Moi, j'aime bien dire que pendant longtemps, les gens ont cru qu'il y avait le monde du travail et le monde de l'éducation. Donc nous, on forme les élèves, donc ils ont des diplômes, des CV, et puis les entreprises, elles leur offrent des stages, des CDI, des CDD et autres. Et puis il y a ce cercle vertueux où l'entreprise nous aide, l'université, avec de la taxe, du mécénat, des dons. Et ça tourne bien, ça. Mais ça, c'est classique. Et ce qu'on a créé de nouveau, ce nouveau relationnel, une des valeurs ajoutées avec Hémisphère, c'est que les entreprises, elles nous sollicitent aujourd'hui, non plus pour ça. Elles nous sollicitent parce que nous nous appliquons à nous-mêmes les méthodes du design thinking. Alors qu'une université, c'est carré, c'est académique. La nôtre, elle a 140 ans. Comment on est capable de créer tous ces mouvements? On a aujourd'hui 5000 m² d'écosystèmes innovants, de salles transformées. On a à peu près 100 personnes à 150 capables d'animer tout ce genre de choses. Et il n'y en a que 20 chez Hémisphère. Donc il y en a aussi dans les autres entités. Et donc ce qui intéresse les entreprises, ce sont des praticiens. Elles en ont parfois assez de se payer des théoriciens ou des grands maîtres à penser qui vont leur expliquer des schémas. Ce qui les intéresse, c'est de pratiquer, c'est-à-dire la partie expérimentation qui va de la créativité à l'innovation. Voilà. Bien sûr, on travaille aussi beaucoup avec des universités, des écoles, et on mélange. Donc quand on fait des ateliers pour les entreprises, il y a des universitaires, des chercheurs. Quand on fait des ateliers pour des écoles ou des facultés, il y a des praticiens, entrepreneurs et autres. Voilà. Et notre dernier, et je terminerai avec ça, notre dernier projet, il est assez intéressant. On a acheté un hangar, qui coûte très cher d'ailleurs, qu'on a complètement détruit, sauf les 4 murs, une sorte de hangar, 3 niveaux. Ça sera un hangar créatif, parce qu'il manquait quelque chose dans ce qu'on faisait. C'était l'apport des arts. C'est-à-dire que l'Université catholique de Lille, elle est plutôt forte en droit, économie, gestion, médecine, lettres et sciences humaines, enfin Pierre a dû vous en parler ce matin, mais elle a un point faible qui est un point sensible. Il n'y a pas d'école d'art, design, beaux-arts, sport. Et cette partie-là, c'est une partie fondamentale si vous voulez innover, être créatif beaucoup plus loin qu'en associant juste le monde de l'économie, de la gestion et celui des technologies. Parce que la Silicon Valley ou d'autres endroits, il y a des moments ça peut ne plus suffire. Donc on a décidé de créer ce hangar créatif, on l'a co-construit ensemble. Donc ce qui va se passer dans le hangar a été complètement co-construit avec les usagers. Il a été en maquetté, carton, on a travaillé avec les architectes. Et dans ce hangar, il y aura 3 étages, sur 3 différents plateaux complètement ouverts, une sorte de boîte mouvante. Et là, vous allez avoir quelque chose d'incroyable. Vous allez avoir à certains endroits des étudiants qui pratiquent de l'art. C'est-à-dire peinture, sculpture, théâtre, cinéma, film. Donc ils vont pratiquer des activités artistiques, mais le but c'est pas la récréation. Le but c'est, avec des portefeuilles de compétences, quelles sont les compétences que ces étudiants vont développer par la pratique de l'art et qui sont les mêmes compétences attendues par les entreprises et la société. Et donc on va accompagner des étudiants dans le développement de leurs compétences, mais en dehors du champ universitaire. La Design School va servir à ça. Et la pratique de l'art va enrichir les méthodes de la Design School. Si vous venez chez nous, chez Hémisphère, pour l'instant, on travaille en 2D, 3D, 4D, c'est-à-dire papier, post-it, carte mentale, maquette, Lego, imprimante 3D, ou alors on fait de la scénarisation, vous voyez, storytelling, Pecha-Kucha, 180 secondes, improvisation, jeu de rôle, mais on n'est pas encore capable, comme les Nord-Américains, surtout les Québécois, d'intégrer des pratiques d'art pour pouvoir pousser beaucoup plus loin la créativité. Et donc ça sera le rôle du hangar créatif. Voilà, j'ai terminé.